Ben oui, bonjour. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous tous ce matin pour vous parler du développement du logement communautaire en milieu urbain, donc à Montréal, ben, particulièrement, par contre, dans le contexte de la transition socio-écologique et de la résilience. Tout d'abord, qui sommes-nous? Bâtir son quartier. Eh bien, nous sommes un groupe de ressources techniques qui œuvre, on fait du développement immobilier social et communautaire. Puis de la manière qu'on le fait, c'est de manière via un accompagnement des coopératives d'habitation, des organismes à but non lucratif en habitation et aussi des offices municipaux d'habitation. On les accompagne donc dans la réalisation de leurs projets de logement. La présentation, je souhaite aborder donc les thèmes suivants. Tout d'abord, l'habitation communautaire comme vecteur de changement. Par la suite, une équation à plusieurs variables, des défis, les réponses en habitation communautaire et finalement, je termine par les perspectives. Il n'y a pas si longtemps, jusqu'à tout récemment, on parlait de développement durable. Aujourd'hui, on parle plutôt de transition socio-écologique. Qu'est-ce qui a bien pu changer pour introduire ces nouvelles notions-là? D'abord, l'urgence d'agir, mais aussi, nous sommes interpellés à modifier nos modèles de production et de consommation de façon à trouver un équilibre durable et surtout équitable. C'est pas si simple à réaliser et des adaptations sont requises afin d'améliorer notre résilience. L'habitation communautaire possède de nombreux avantages qui lui permettent de contribuer de manière inspirante à l'effort collectif de la transition socio-écologique. Parmi ces avantages, on retrouve la constitution de propriétés collectives pérennes, en pensant aux coopératives d'habitation, aux organismes non lucratifs, la réponse à divers besoins, la prise en charge et la participation des usagers, un contrôle à long terme des conditions de logement, une gestion démocratique, le développement de liens sociaux et, ultimement, la création de milieux de vie solidaires. Au niveau des groupes de ressources techniques, donc, comme de fait, on facilite, notre rôle principal, c'est de faciliter la résolution d'équations assez complexes d'offrir du logement abordable en réponse à de multiples besoins dans un contexte de transition. Afin de construire du logement pour aujourd'hui et pour demain, il faut prendre en compte une multitude de variables. On a à concevoir des logements qui tiennent en compte des enjeux liés aux crises climatiques et sanitaires et aussi contribuer de manière significative à la transition socio-écologique et à l'amélioration de notre résilience. Ultimement, nous devons nous assurer d'offrir, un accès à du logement de qualité pour tous. Le co-design est un processus essentiel dans la mise en œuvre de la transition socio-écologique. Il permet aux usagers d'être au cœur de la réalisation de leur milieu de vie. Ce sont eux qui vont contribuer à faire évoluer leur milieu en accord avec les impératifs de la transition socio-écologique. Puis le co-design, dans les faits, va nous permettre de réaliser de multiples projets adaptés, mais également variés. Voici un projet pour aînés qui est situé dans l'arrondissement de la Chine à Montréal, qui vise la transformation d'un ensemble conventuel et qui s'inscrit dans une approche de transition socio-écologique et de résilience. En matière de transformation de bâtiments, la question de la conservation versus démolir, reconstruire est évidemment centrale. C'est souhaitable d'un point de vue du patrimoine, mais c'est également d'un point de vue construction, la transformation permet d'optimiser l'utilisation des ressources et contribue en fait à réduire la production des gaz à effet de serre. La transformation comporte des défis techniques, notamment au niveau des mises aux normes, de l'aménagement des lieux en fonction des besoins des usagers et également de la performance énergétique. Je tiens à souligner là, que sur ce site, on retrouve un patrimoine paysager de très grande qualité. Donc, il y aura cession à la Ville de Montréal d'espaces végétalisés à des fins de parc, ce qui va permettre de maintenir une biodiversité dans un secteur donc central de l'arrondissement.
Ce projet d'habitation, il est porté par l'organisme Espace à traverser, que nous accompagnons là, dans cette réalisation. Et donc, le projet va permettre d'offrir un milieu de vie de qualité à une population vulnérable des aînés. Ici, je souligne donc l'existence du Bureau de la transition écologique et de la résilience qui a été mis sur pied par la Ville de Montréal, et nous allons pouvoir bénéficier du soutien du bureau. En matière de résilience, Montréal est confronté à une augmentation des vagues de chaleur extrêmes, donc des canicules, qui ont des conséquences importantes auprès des citadins, particulièrement auprès des personnes vulnérables quant à leur âge, leur état de santé ou même leur situation socio-économique. Dans un tel contexte, il faut qu'on trouve des mesures afin de créer des milieux de vie plus résilients tout en minimisant notre empreinte écologique. On a ici deux solutions différentes. Donc, la coopérative La Côte Vert, réalisée il y a maintenant une dizaine d'années, pour laquelle on a opté pour une approche plus passive, donc avec des logements traversants qui favorisent là, une ventilation naturelle, puis également là, un verdissement pour contrer, un verdissement du site pour contrer l'effet du lot de chaleur. Dans le cas de la coopérative Laurentienne, on a plutôt misé pour une mesure active, c'est-à-dire la mise en place de pompes à chaleur pour climatiser et chauffer. Les pompes à chaleur sont des équipements à haut rendement énergétique, très efficaces au niveau énergétique. Les normes. Donc, permettez-moi de souligner l'importance, en tout cas l'éventail important des normes qu'on a dans le milieu de l'habitation et de la construction. Excusez-moi, je vois qu'il y a un petit enjeu au niveau de ma présentation. Voilà. On dirait que les normes veulent disparaître, je vais les laisser comme ça. Donc, dans les milieux de l'habitation et de la construction, comme de fait, les normes sont vraiment nombreuses. Force est de constater que le cumul de ces normes peuvent être problématiques. Ici, on dirait que la présentation souhaite faire disparaître les normes. C'est pas le propos, c'est pas mon propos aujourd'hui, mais c'est de dire que ça représente un défi. Le cumul, comme de fait, de ces normes-là peuvent être un frein à l'innovation. Et l'innovation dans une approche de co-design est assurément nécessaire pour réaliser des projets d'adaptation cohérents pour construire pour aujourd'hui et pour demain. C'est donc un appel aux administrations publiques qu'on fait à faire preuve de flexibilité, à privilégier le plus possible une approche liée à l'atteinte d'objectifs pour relever le défi de la transition socio-écologique. C'est aussi un appel aux concepteurs à l'effet de les maîtriser. On n'a pas le choix, les normes existent, donc il faut les maîtriser et s'élever au-dessus de ces normes-là afin de réaliser des projets qui vont répondre aux besoins des usagers et répondre aux défis de notre temps. Alors, on voit la panoplie des normes ici. Le processus de conception et de réalisation, on constate qu'il est généralement fragmenté, que ce soit en conception avec les multiples professionnels spécialisés, que ce soit aussi dans le milieu de la construction avec les différents corps de métier. Il y a de toute évidence une approche en silo. Donc, encore une fois, le co-design est essentiel pour maintenir une cohérence tout au long du processus de conception et de réalisation. À bâtir son quartier, on fait appel à des mécanismes qui favorisent la collaboration, dont le processus de conception intégrée ou même BIM. Également, on explore des modes de mise en œuvre qui co-responsabilisent les intervenants. On pense particulièrement aux constructeurs et aux concepteurs, puis pensons à un mode de mise en œuvre du type design-construction. Un des avantages de l'habitation communautaire, c'est qui lui permet de relever les défis liés à la transition socio-écologique. C'est comment justement on réalise les projets en habitation communautaire. En fait, c'est une approche assez simple et radicale où la coopérative ou l'OBNL, l'organisme non lucratif, retient tous les services requis pour la conception et la réalisation de son projet d'habitation. À titre de propriétaire, cet organisme va voir par la suite à la gestion de son immeuble.
Donc, on parle d'autoconstruction. Je ne parle pas de prendre le marteau, mais bien de retenir l'ensemble des services auprès et d'établir des contrats auprès des fournisseurs de services et d'établir également, de signer des ententes avec des bailleurs de fonds et des créanciers. L'autoconstructeur, accompagné par un groupe de ressources techniques comme Bâtir son quartier, a pour perspective la création de milieux de vie. Cette perspective-là est essentielle. C'est un phare qui nous permet d'éclairer nos choix en conception, en réalisation, en vue de l'exploitation. Encore une fois, un des avantages de l'autoconstruction est de pouvoir faire des choix éclairés grâce à une approche globale. Ici, un outil assez simple qui est l'analyse du coût total de possession permet de faire de tels choix. À coût égal, on va choisir des composantes à faible empreinte écologique et des matériaux plus sains. On pourrait choisir également d'investir plus dans le coût de réalisation sur des composantes plus performantes qui permettent de générer des économies, donc qui permettent d'être amorties lors de la période d'exploitation. Finalement, on peut faire des choix d'investir pour prendre en compte la transition socio-écologique et améliorer notre résilience. Donc, je termine avec un résumé puis un peu de perspective. Donc, construire du logement et des milieux de vie pour tous dans un contexte de transition socio-écologique et de résilience, comme on a pu le voir, est la résultante d'une équation à plusieurs variables. L'habitation communautaire porte en elle des caractéristiques qui lui permettent de relever les défis pour créer des milieux de vie résilients. Si des investissements sont à prévoir, il faut aussi créer et partager un savoir collectif. Et les GRT sont donc des facilitateurs et des alliés en habitation communautaire. Et grâce à un partenariat fructueux avec de longue date avec la Ville de Montréal, les GRT visent donc la poursuite de la nécessaire transition socio-écologique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Baudouin, pour vraiment ce message senti sur la perspective usagée, autant dans la production que dans la gestion, dans la conception du logement. On va tout de suite